J'ai longtemps pensé que j'étais le seul être au monde à connaître Albert Camus, à le comprendre et qu'il n'écrivait que pour moi. C'était vraiment, pour moi, un compagnon de vie. L'œuvre de Camus, je la ressens plus que je ne la comprends. On lui a souvent fait porter le chapeau de philosophe de terminale. Parce que quand on attaque parce qu'il était pauvre ou parce qu'on voit qu'il a été pauvre et on sait d'où il vient. Il y a une très belle définition du bonheur par Camus. Qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? Il a écrit « J'en ai marre de ces intellectuels qui n'ont fait rien d'autre que d'asseoir leur fauteuil dans le sens de l'histoire. » Et ça n'a pas plu à Sartre. Pour mettre les pieds dedans une bonne fois pour toutes, après on n'en parle plus. Pourquoi est-ce qu'ils se sont embrouillés les deux? Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans notre rendez-vous 19 et dans ce nouveau format où j'ai le plaisir de pouvoir le présenter. C'est un format philo avec mon ami Mathias Leboeuf. Comment ça va Mathias? Super Chris, je suis ravi d'être là. C'est rare, mais ça arrive qu'il soit ravi d'être là. Et aussi en compagnie de Mohamed Aïssaoui qui a déjà produit, parce qu'il est déjà sorti depuis un certain temps, le dictionnaire amoureux d'Albert Camus aux éditions Plomb, avec la complicité de Catherine Camus, qui est la fille d'Albert Camus. Et aujourd'hui de faire une émission 100% destinée à la pensée d'Albert Camus. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'intituler très humblement Camus pour les paumés. Je trouvais que ça sonnait plutôt pas mal. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour. Et bonjour, merci beaucoup d'être là. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir parler de Camus et d'être avec toi parce que j'ai adoré le livre et Mathias aussi. Ah ouais, j'ai adoré. Vraiment, depuis quelques jours, je suis à fond dedans et c'est magnifique parce que je connais bien Camus, je l'ai beaucoup lu, c'est un auteur sur lequel je reviens souvent. Et le dictionnaire amoureux me fait redécouvrir quelque chose que je connais déjà. Il y a plein de phrases, plein d'anecdotes, c'est vraiment magnifique. Et la première chose, c'est avant de parler de la pensée de Camus, tu dis dès le début du livre, j'ai longtemps pensé que j'étais le seul être au monde à connaître Albert Camus, à le comprendre et qu'il n'écrivait que pour moi. C'est mon père, mon frère, mon professeur, mon ami. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert Camus aussi en tant qu'autodidacte, là je parle pour moi, et j'avais ce même sentiment-là. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion, ou en tout cas que tu as désiré approfondir l'idée, ou en tout cas la pensée d'Albert Camus, et Albert Camus en général? Je crois que ce sentiment de n'être que le seul à comprendre un grand écrivain ou même un philosophe, on l'a avec les très grands. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous faire croire que vous êtes le seul au monde à pouvoir les comprendre, à pouvoir les entendre même. Et ce sentiment, je l'ai réellement eu. J'ai pensé que Camus n'écrivait que pour moi. Et très tôt, c'est-à-dire j'avais 14 ans, j'avais découvert un extrait de L'étranger à l'école, comme beaucoup de collégiens. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu tôt pour apprendre le style et la pensée de Camus. Ah ouais, c'est un peu tôt? Ben oui, parce que moi, je comprenais rien. J'étais hypnotisé, j'étais même fasciné, mais je ne comprenais rien, parce qu'une fois que j'ai lu l'extrait, la seule chose que j'ai désiré, alors que je commençais à peine à lire des romans, etc., c'était d'aller vers l'étranger. Ma chance, c'était que c'était un roman assez court, et je l'ai lu peut-être dans l'année qui a suivi au moins 3 fois, ce dont je me souviens, et je ne comprenais pas. D'abord le titre, c'est quoi cet étranger? Je pensais qu'il parlait d'un étranger au sens littéral du terme, quelqu'un qui est étranger à son pays, etc. Et j'ai compris en fait surtout qu'il était étranger à lui-même. Donc ce sentiment de fusion avec un auteur, c'est la première fois que je le ressentais. Et ensuite j'ai eu envie d'en savoir plus sur lui, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré en compagnie de Camus. Et c'est une compagnie, tout à l'heure Mathias disait on le relit, parce qu'en fait, c'est un auteur qui donne toujours envie de comprendre davantage. Quand on saisit des phrases, la première fois, on pense à une définition, à une pensée, et puis quand on est un peu plus mature, 10 ans après, on comprend que c'est autre chose, etc. Camus m'a toujours fait cet effet. C'était vraiment, même pour moi, un compagnon de vie. Et quand je dis compagnon, c'est-à-dire que ça peut être comme on peut être en compagnie d'un ami. Il n'existait pas, mais ce que je lisais en lui, ce que je découvrais en lui, et j'allais dire surtout ce
qu'il me disait lui, c'était vraiment un compagnonnage. C'est-à-dire que ça m'aidait à vivre comme un tuteur. J'aime ce mot de tuteur. C'était quelqu'un qui m'apprenait la vie. Et c'était du réel. C'était pas juste comme on peut lire un roman pour se divertir, on est heureux, etc. On s'identifie un peu et puis après on oublie. Là, c'était vraiment un compagnonnage. Non. Dans l'article sur Raphaël Enthoven, tu dis une chose que je trouve très juste parce qu'elle éclaire l'œuvre de Camus, enfin en tout cas pour moi. Tu dis l'œuvre de Camus, je la ressens plus que je ne la comprends. Et est-ce que la grandeur justement de l'œuvre de Camus, c'est qu'elle est à la fois intellectuellement très riche, mais émotionnellement très dense. Hier, on avait une discussion avec Chris et je lui disais, c'est incroyable parce que Camus, c'est vraiment l'émotion liée à l'intelligence et l'intelligence liée à l'émotion et tout est très intriqué. Peut-être plus que nulle autre œuvre. Je crois beaucoup à ça, effectivement. Il n'y a même pas besoin d'avoir un grand bagage philosophique pour entrer dans l'œuvre de Camus. Et je ne parle même pas de ses essais, évidemment, qui sont des essais philosophiques, comme le mythe de Sisyphe ou l'homme révolté. Même son théâtre, qui n'est pas forcément par moments accessible. Mais par exemple, dans ses nouvelles aussi. Dans ses nouvelles, c'est sensuel. Donc on entre dans l'œuvre de Camus par des sensations, par des émotions, comme tu l'as souligné. Et donc, j'ai pas eu besoin de la comprendre philosophiquement. Plus tard, j'ai cherché, évidemment. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un, quand je dis qui m'a accompagné dans la vie, c'est-à-dire que je l'ai compris d'une telle manière à 20 ans, autrement à 30 ans, et quand je suis devenu père aussi, je l'ai compris autrement. Et c'est vrai que la force d'un grand écrivain, je pense que ça arrive sur d'autres écrivains. Moi, par exemple, sur Modiano, c'est des choses qui m'arrivent un peu. C'est-à-dire que je le ressens. C'est-à-dire que je suis même presque parfois à le comprendre comme pour rassurer quelqu'un. C'est-à-dire que lui me dit « tu n'es pas seul », mais moi je lui dis « tu n'es pas seul non plus ». Et par exemple, ce que je voudrais raconter, c'est ma première rencontre avec Catherine Camus. Je ne pouvais pas faire ce dictionnaire amoureux sans elle. Parce que d'abord, c'est une grande connaisseuse de Camus. C'est une des meilleures spécialistes de Camus. Je veux dire, elle a tout lu de lui et relu, et sans compter les inédits, les lettres, etc. Et ensuite, elle m'a apporté aussi un regard sur l'homme et le père qu'il était. Et donc, elle, quand je l'ai rencontrée, j'avais à peu près la première fois 1 heure d'entretien avec elle. On avait prévu 1 heure d'entretien. Et puis, au premier regard, je me dis, elle est plus âgée que moi, je me dis, elle, puisque Camus est mon père, donc c'est ma sœur. Et en plus, pourquoi je dis elle est plus âgée que moi? Et j'ai même pensé, c'est ma petite sœur. Et donc, c'est comme ça qu'on s'appelle. Elle m'appelle grand frère et je l'appelle petite sœur. Et je dis ça de manière anecdotique, mais c'est surtout pour dire que j'ai compris que d'abord, mon heure d'entretien, même si c'était que 5 minutes utiles, il fallait la rassurer. Il fallait lui dire, tu peux être en confiance avec moi, ce que je vais écrire, avant que ça soit publié, je vais te le montrer, etc. Et j'ai le sentiment, quand je lis Camus ou quand je lis Modiano, c'est aussi, maintenant que je suis un peu plus âgé, je suis même plus âgé que Camus, vous vous rendez compte? Ah, c'est dingue. C'est quand même fou de penser. Il est mort à 46 ans? Ouais, 46 ans. Le 4 janvier 60. Exactement, il est né en 1913 et il est mort en 60, en début d'année. Et je suis plus âgé que lui. Donc mais oui,
Oui. Pas moi. Moi non, je vous rassure. Ah oui, t'as encore de la chance. tu peux l'appeler grand frère encore. Ouais, même papa, je pense. Oui, il était jeune papa, c'est vrai. Donc c'est assez étonnant quand même d'avoir cette relation avec un écrivain. C'est le pouvoir aussi de la littérature, de pouvoir échanger et de pouvoir en vivre dans le sens où comme une philosophie, elle vous aide à traverser la vie, c'est-à-dire à comprendre certaines choses, ou à ne pas les comprendre, mais c'est pas grave de ne pas les comprendre. Et ça m'a toujours fait cet effet. Camus souffre quand même d'une mauvaise réputation à un moment donné. J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est important. La première fois que je lis Camus, j'ai l'impression de tout comprendre et effectivement que c'est quelque chose de très sentimental, d'instinctif, qu'on rentre dedans comme on entre un peu dans un rêve en réalité, et que ça suit son cours. Et puis au fur et à mesure du temps, plus on relit Camus, plus on se rend compte de la complexité de sa pensée, de la précision et la justesse de chaque mot choisi, employé, de sa capacité de créer des aphorismes aussi, ou des punchlines, ou des formes de citations qui sont beaucoup utilisées sur les réseaux sociaux. Mais on lui a souvent fait porter le chapeau, évidemment, après sa mort, de philosophe de terminale. Ça, c'était le coup de Sartre. On en reparlera avec Sartre parce que j'ai des choses à dire qui sont un peu différentes de ce qu'on les oppose tous les deux. J'ai fait une polémique Sartre-Camus. J'ai voulu ne pas fuir ce sujet qui est important. Après, on en parlera si on a un petit peu de temps. Mais philosophe pour classe terminale, c'était un porte-flingue de Sartre, notamment après L'homme révolté. Et ce livre, qui était un pamphlet contre Sartre, il est arrivé 10 ans après la mort de Camus, donc en 1970. C'est-à-dire que Camus n'était plus là pour se défendre. Donc, passons sur l'inélégance de l'attaque. Mais c'est quand même une formule qui est restée dans les esprits et qui, indépendamment de Sartre, a même été véhiculée après par des philosophes, Deleuze, Lyotard, tous ces gens-là. Même l'université. C'est ça, avec une forme un peu de mépris. Bien sûr. Ça demanderait beaucoup de discussion là-dessus. Mais la première chose, et peut-être même la seule chose que j'ai envie de dire, philosophe pour classe de terminale, quand on dit ça, ça en dit plus sur celui qui cherche à insulter que sur celui qui la reçoit. Parce que philosophe pour classe de terminale, ça veut dire qu'il est compréhensible. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est bas de plafond ou quoi que ce soit. C'est même, on en a discuté avec sa fille Catherine Camus, on peut être fier d'être un philosophe pour classe de terminale. Là, complètement. Parce qu'on est accessible. Et une phrase, puisqu'on cite souvent, et tu as raison de le souligner, Camus, c'est un écrivain à citation. Et parfois, on lui fait dire un peu tout ce qu'on a envie de dire. Mais ça, au mot près, Camus l'a écrit dans son carnet, on ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Donc, Docteur en philosophie, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Pas tout à fait. Non, mais j'aime bien ça. J'aime bien ça. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est l'opposition. Et pardon, je te laisse développer. Non. Camus, c'est pas un philosophe à concept. Voilà, justement, voilà. Je l'ai dit. Pour un Deleuzien comme Mathias, on est à rigole. Non, mais c'est à ça que je voulais en venir. Est-ce que ce chapeau qu'on lui a fait porter, un peu péjoratif, n'est pas dû au fait que, par rapport à Sartre, notamment, il n'a pas écrit d'ouvrages théoriques dans des essais, bien sûr, qui sont magnifiques. Mais là où Sartre écrit, je sais pas, la phénoménologie bien sûr. L'être et le néant. Comment ? L'être et le néant. L'être et le néant, voilà, c'est l'être et le néant. Il y a pas le pendant vraiment chez Camus qui lui écrit des essais qui sont plutôt courts, sauf L'homme révolté. Sauf L'homme révolté, mais qui paraît de façon 50. Non, oui, pardon, je pense au dernier homme. Oui. Effectivement, L'homme révolté qui est plus dense, oui. Et en fait, tout vient de L'homme révolté. Tu l'as souligné, parce que dans L'homme révolté, Camus attaque directement, de manière combative. On a l'impression que c'est le gentil, mais
quand il y va, le punchline comme tu dis, en parlant de ces intellectuels, au-delà des philosophes, il a écrit « J'en ai marre de ces intellectuels qui n'ont fait rien d'autre que d'asseoir leur fauteuil dans le sens de l'histoire. » Et ça n'a pas plu à Sartre. Et là, il a envoyé l'artillerie lourde. Il n'aimait pas les concepts comme peut-être... Parce que c'est d'abord un écrivain. Pour moi, Camus, ce n'est pas un philosophe au sens strict de la pensée philosophique. Il est plus dans la... dans la compagnie des grands écrivains, Dostoïevski, Faulkner, Melville, etc., qui pour lui sont des philosophes. Ouais, voilà. Mais les attaques, elles peuvent être convaincantes sur le plan de la théorie philosophique, etc., parce que Camus a très vite quitté cette sphère-là, mais elles sont injustes, pour ne pas dire plus, quand on se sert de ça pour l'attaquer avec une forme de mépris social. C'est-à-dire que là, la ligne rouge était dépassée pour moi, parce que quand on attaque parce qu'il était pauvre ou parce qu'on voit qu'il a été pauvre et on sait d'où il vient, ça c'est le porte-flingue de Sartre, c'est-à-dire comme il était bien habillé, etc., avec un chapeau, Humphrey Bogart, on disait, et certains ont dit, quand on le voit arriver bien habillé, on sait d'où il vient. Le mépris social est un peu C'est raviver la honte. Tu as une entrée sur la honte, oui, et notamment la honte sociale, qui est un très beau passage dans le dictionnaire amoureux, où tu parles de la honte et où tu dis Camus a toujours eu ce spectre de la honte, de la honte des origines quasiment, oui, et notamment sociale. Tu fais bien le souligner parce que c'est pour ça que j'ai tenu à faire une entrée honte. Ouais, c'est une très belle entrée. Parce que après, il a dit, quand il a mûri, etc., qu'il a eu honte d'avoir honte, parce qu'il n'y avait pas lieu d'avoir honte de sa mère, de son milieu social, de sa mère analphabète, de l'appartement. Il avait honte. Il y a une image. C'est Jean Grenier, parce qu'il y a Roger Grenier et Jean Grenier qui était son professeur de philosophie. Il a tout de suite remarqué le jeune homme doué qu'il était. Il avait 15-16 ans. Et un jour, il ne venait pas au lycée, et Jean Grenier a décidé d'aller dans son appartement, et Camus a eu honte que son professeur de philosophie voit dans quel dénuement il le vivait, donc il ne lui a pas parlé. Alors que Jean Grenier arrivait, comme on peut aider un jeune élève qui n'a pas forcément les moyens, etc. Et après, ils sont devenus des amis, mais cette honte, elle l'a accompagné. C'est-à-dire que, et après, plus fort, il s'est imposé, etc. Et il y a cette honte d'avoir eu honte. Moi, j'ai une petite question qui me vient comme ça. Albert Camus a le prix Nobel ? Oui, 54, en 1957. 57, il a le prix Nobel. Et je ne sais pas si Sartre, quand il a eu le prix Nobel, enfin, quand on lui a proposé d'avoir le prix Nobel, c'est en 64. Ouais. Je me suis toujours dit, est-ce que Sartre a refusé le prix Nobel pour se venger indirectement de Camus en disant, regarde, je n'ai pas besoin de ça pour pouvoir exister moi en tant qu'écrivain, donc assez, pas narcissique, mais avec un grand manque d'humilité. Oui, ou d'orgueil. Ou d'orgueil. Ou alors, est-ce qu'il l'a fait ? Il est plus âgé que Camus, et il l'a eu après Camus. Et puis Sartre a quand même une tendance à se réconcilier avec les gens après leur mort. Enfin, Merleau-Ponty, c'était la même chose, quoi. Et sur le prix Nobel, puisque tu évoques le prix Nobel de Camus, quand Camus a le prix Nobel, il dit « c'est bien fait pour Camus ». Bien fait pour lui. C'est incroyable. Bien fait pour lui. Il dit ça, c'est bien fait pour lui. Bien fait pour lui. Parce qu'on considère que prix Nobel... non, mais c'est bien, il dit c'est bien fait. Tu vois, parce que pour lui, le Nobel, pour Sartre, le Nobel signe la fin d'une œuvre. Tu as le Nobel quand tu as déjà une œuvre derrière toi. Camus avait 42 ans, c'est-à-dire chez les Français, c'est le plus jeune prix Nobel, et au monde, il n'y a eu qu'un seul plus jeune que lui, c'était Rudyard Kipling. Voilà. Oui. Voilà. Donc, avoir ce prix si jeune, c'était comme si on dit, bon, ça y est, il est fini.
il ne peut plus écrire. Et donc, d'où cette réaction de Sartre. Ah, c'est vache. Ouais, c'est bien fait. C'est une vacherie absolue. Et pour répondre directement à ta question, est-ce que Sartre l'a refusé? Moi, je n'aime pas chercher des mauvaises intentions aux gens. Et Sartre, je tiens à dire, parce que j'aurais peut-être pas le temps de le dire tout à l'heure, c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'ai lu, il m'a accompagné aussi d'une certaine manière. Les chemins de la liberté, la nausée, les mots, etc. C'est des chefs-d'œuvre pour moi. C'est quelqu'un qui m'a renforcé jeune quand je cherchais à comprendre, etc. Sur la culpabilité, sur son théâtre, par exemple, La putain respectueuse, Huis clos. Huis clos, c'est juste un chef-d'œuvre extraordinaire. Et Huis clos, puisque tu en parles, Huis clos, quand Sartre avait écrit le texte, Simone de Beauvoir et Sartre vont voir Camus, ils disent « Est-ce que tu veux mettre en scène Huis clos ?» C'est pour dire qu'il y avait une relation d'amitié entre eux avant. Est-ce que tu veux mettre en scène? Et en plus, comme Sartre était aussi acteur, il aurait joué un des 3 rôles principaux, Garcin, si je me souviens bien. Donc il y a eu, voilà, c'est une histoire. On oublie que sous prétexte de polémique qui reste un peu dans les annales de l'histoire... Pour mettre les pieds dedans, une bonne fois pour tout, après on n'en parle plus. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils se sont embrouillés les deux? Pourquoi est-ce qu'ils se sont... On savait qu'il y avait... Sartre avait lu L'étranger, avait trouvé que c'était incroyable. Oui, Camus, 20 pages de critiques fantastiques. Camus avait lu La nausée, il avait dit plus ou moins la même chose différemment. Ils sont devenus très très potes parce qu'ils fréquentaient le communisme, ils étaient tous les deux communistes à cette époque-là. Il y a une rupture qui a été faite, Camus est sorti du communisme. C'est à partir de là qu'il y a cette brouille-là? Alors c'est à partir de là, mais c'est une brouille qui est même au-delà du symbole, parce que c'est une brouille entre quelqu'un qui ne croit plus au communisme, et il s'est même fait virer d'ailleurs très jeune quand il était au Parti communiste, Camus, et quelqu'un qui reste encore comme la figure de l'intellectuel de gauche, voire d'extrême gauche à l'époque, etc. Donc si tu veux, à un moment donné, Camus n'était plus dans cette veine-là, donc comme c'était l'époque qui était assez radicale, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Sartre était quand même le big boss de l'époque. Il faisait la pluie et le beau temps. Et même, d'une certaine manière, tous ces intellectuels-là. Et on voit après coup, tu vois, il y a des intellectuels qui étaient en Russie, qui revenaient en disant c'est le paradis là-bas, etc. Donc, si tu veux, ils se sont fourvoyés, pas Camus. Donc on lui en a voulu aussi. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des bagarres intellectuelles. Elles étaient fortes, elles étaient intéressantes, elles étaient argumentées. Il y avait 2 camps qui s'opposaient. Ce n'est pas grave. C'est la vie intellectuelle riche. Cette rupture, elle est qu'intellectuelle. Elle n'est pas aussi humaine. Il n'y a pas une forme de jalousie chez Sartre devant ce Camus qui est élégant, qui est séducteur, qui travaille dans les journaux, qui est chez Gallimard, qui est éditeur, parce qu'on oublie qu'il a été mais par exemple, quand tu parles de Gallimard, Sartre aussi. Sartre aussi, oui, voilà. Mais la proximité avec René Char, C'est... Après, on entre... Moi, je pense... Est-ce qu'il y a des raisons basses, en fait, à cette... C'est difficile à répondre, c'est pas pour fuir, c'était juste que je n'ai pas envie de prêter des intentions. C'est-à-dire que, certainement, on disait, on parlait de beauté, si tu veux. Sartre était réputé pour... Voilà, il était... c'était pas le beau gosse, mais n'empêche que c'était le grand intellectuel de l'époque, il était suivi, etc. Donc, moi, j'arrive pas à imaginer une jalousie parce qu'il y avait une amitié forte. Moi, je pense que le caractère intellectuel et surtout... Parce que n'oublions pas que c'était la guerre froide, c'était quand même... moi, je pense que le côté intellectuel suffit à briser une amitié. Le côté... Dans le livre, tu dis il y a quelque chose de carpe diem chez Camus, donc une forme de légèreté, de saisir la beauté là où elle est quand elle l'est. Ouais. Est-ce que ça devait profondément agacer Sartre d'une certaine façon, même intellectuellement, quoi. Intellectuellement, parce que si tu veux,
à un moment donné, on a même dit que Camus était existentialiste aussi. Ah, on va en arriver à ça, c'est important. Ouais, voilà. Mais si tu veux, Camus, c'est effectivement, c'est le carpe diem, que ce mot-là qui résume tout son être. Camus, c'est l'exaltation de la vie, du présent, des hommes, de la beauté, de la sensualité. Et il y a des œuvres jumelles entre Sartre et Camus, le théâtre. Les Justes et les Mains sales, moi je les regarde en même temps, parfois je ne me rappelle plus qui est quoi. Même dans les mots et le premier homme, même si c'était... tu vois, il y a des ressemblances. En revanche, là où il y a une différence, mais de folie, c'est dans les nouvelles de Camus, et les premières nouvelles. Il avait 21 ans, 22 ans, 23 ans. Il écrit, mais avec un style de génie. Nos, lisez juste Nos à Tipaza. Nos à Tipaza, c'est suffisant. C'est fantastique. Je peux le lire 10 fois ça m'émeut. Et même dans l'heure, si tu veux. Et ça, c'était son premier recueil de nouvelles, Nos, donc avec 5 ou 6 nouvelles, je ne me rappelle plus exactement, dont la première Nos à Tipaza, L'été à Alger, etc. Waouh, c'est un styliste merveilleux. Peut-être que là, on peut être jaloux d'un auteur qui, gamin, à 23 ans, a ce genre de style et qui vient de nulle part. Je veux dire, chez lui, il n'y avait aucun livre. Sa mère, analphabète. Dire, quand il dédie le premier homme à titre posthume, à ma mère qui ne lira jamais ce livre. C'est fou. C'est quand même fou. C'est quand même dingue. Donc tout ça fait, pour revenir sur Sartre-Camus, que c'est des êtres humains aussi. Peut-être que c'est vrai de voir un homme à qui tout sourit, mais qui était malade aussi. Donc on ne peut pas tout... Ouais, il y avait des trucs auxquels, pas forcément. Ouais. Il y a quand même une distinction entre existentialisme et absurdisme. Je pense que c'est important de l'éclairer. Quelle est la différence entre... Parce qu'on a souvent mis Camus, comme tu disais juste avant, dans l'existentialisme, ce qui est absolument faux. Non, c'est ce qui est faux, il est refusé d'ailleurs. Quelle est la différence entre les deux? Waouh. Moi, je pose la question au philosophe. Vous avez 2 heures. Non, mais peut-être que on peut aller dans la réponse avec, la manière que Camus a eu à 20 ans de penser. C'est quand on a 20 ans, quand on a envie de publier, on a envie déjà, si on peut publier son premier roman, ça serait déjà génial. Tu vois, on l'a tous. Je vous le fais pas dire. Non mais voilà, déjà, t'imagines. Sauf que lui, il n'a pas pensé publier le premier roman. Il a pensé déjà à une œuvre avec 3 cycles. Il avait une 20aine d'années quand il a pensé ça. Et pour chaque cycle, d'abord les 3 cycles, l'absurde, tu l'as souligné, la révolte, et l'amour, qui malheureusement qui n'est pas arrivé parce qu'il était mort avant d'attaquer ce 3e cycle. Pour chaque cycle, truc de fou, il fallait un roman, une pièce de théâtre et un essai qui illustre ce cycle. Donc quand il publie L'étranger, c'est son premier roman, on a un peu oublié quand même, 1942, il publie aussi Le mythe de Sisyphe, donc qui était sur l'absurde, et la pièce de théâtre Caligula. C'est fou. Et après le cycle de la révolte, la peste, les justes, et puis... L'homme révolté. Et l'homme révolté, merci. Quand même, c'est assez fou de penser... Ce qui est fou, c'est que quand même, avant ça, il y a déjà l'amour. Avec l'été, bien sûr. Pas de ça, avec les noces. Noces à Tipaza. Là, on n'est pas du tout ni dans l'absurde, ni dans la révolte, on est vraiment dans la... C'est là que je me dis, moi, il est très proche de Nietzsche à ce moment-là. Oui, il est très proche de Nietzsche. Il y a quelque chose de très, très lié avec Nietzsche. Il a toujours écrit, hein. Ouais. Il a toujours écrit. Parce que dans l'été, ou même, il a 21 ans quand il écrit ça, soit l'été ou dans Noces, on se dit, mais... Non, mais il le revendique. C'est vraiment cette idée de l'éternel retour. Il nous le fait vivre, il nous l'illustre, l'éternel retour à l'intérieur. De la mort fati aussi. De la mort fati, exactement. L'amour du destin et de ce qui est là. L'exaltation de ça. Oui,
peut-être qu'on peut, pour le coup, faire une analyse humaine. On peut le rapprocher tout ça à sa maladie, la tuberculose, qui lui a donné une pulsion de vie parce que la tuberculose, donc quand j'ai parlé de la rencontre entre lui et Grenier, à 15-16 ans, on lui diagnostique une tuberculose, ça veut dire n'oublions pas l'époque, hein, ça ne se soignait pas, c'était diagnostic de mort à court terme, donc et dès qu'il avait une crise, il ne pouvait plus rien faire. Je dirais, ça lui a arrêté ses études de philosophie. Il n'a pas pu enseigner. Il voulait enseigner, il n'a pas pu enseigner. Donc peut-être que cette pulsion de vie, qui est très forte quand même, on le voit dans les textes, est liée à ça. C'est une analyse qui n'est pas originale, mais qui vaut ce qu'elle vaut et qui explique un peu aussi cette exaltation de la vie, tout simplement, et des hommes, et ce qu'il a opposé à Sartre, notamment on le voit dans la pièce de théâtre Les Justes, qui est un dilemme. Est-ce qu'une cause vaut toutes les morts, ce qui n'est pas du tout, ce qui est un peu partagé par les philosophes comme Sartre, etc., l'époque, c'est-à-dire que la cause est au-dessus des hommes. Si pour accéder au communisme, à l'idéologie, à la belle idée du communisme, ben ça passe par des assassinats. Le terrorisme. Le terrorisme. La cause est juste, donc elle vaut toutes les morts. Et c'est là où il se distingue vraiment. Si on veut cristalliser une opposition entre Sartre et Camus, pour la fameuse phrase, on l'a évoquée tout à l'heure entre nous, entre ma mère et la justice, je choisis ma mère, c'est ça. C'est ici la véritable opposition, c'est-à-dire que Camus met l'homme avant la cause. Parce qu'il n'y a pas de cause qui puisse justifier qu'on tue un homme. En gros, il dit, si la justice c'est tuer pour en arriver à une meilleure fin, tous les moyens sont bons pour en arriver à une fin. Ben moi, je préfère ma mère à cette justice-là. Oui, voilà, c'est exactement. Donc c'est pas tant la justice en tant que justice avec un grand J, en fait. C'est plutôt la justice en tant que comment elle était à l'époque. Bien sûr. Cette idée-là, voilà. du moins. Et c'est intéressant parce que tout se défend. Est-ce qu'une belle cause, pour y arriver, pour l'humanité entière, vaut, pour certains, dépasse la vie de quelques-uns, et pour Camus, non, ce quelqu'un qui risque d'être tué pour une cause, ça ne se justifie pas. Il y a un parallèle absolument que j'ai entendu en conférence, je ne me rappelle plus exactement où, entre Dostoïevski et Camus, parce que ce qu'on évoque là, c'est vraiment un passage des frères Karamazov de Dostoïevski. J'ai déjà abordé ce passage-là dans les interviews. Qu'il a adapté au théâtre, Dostoïevski, avec Les Possédés. Exactement. Où, dans les frères Karamazov, Ivan Karamazov dit à son frère, je n'accepterai un dieu qui tue des innocents pour un paradis, pour un plus grand bien. Exactement. Moi, je ne veux pas d'un dieu comme ça. Et que Camus l'illustrerait dans La Peste. Lorsqu'il fait mourir l'enfant, et que le père Panelou est à genoux et lui dit « Mon Dieu, sauvez-le, s'il vous plaît, », et qu'il le regarde et qu'il lui dit « Ah, celui-là, il était innocent. » Ben, c'est une magnifique scène, même deux magnifiques scènes dans La Peste. C'est-à-dire que la première scène, il y a souvent des prêtres et des hommes d'église, il y en a dans l'étranger, à la fin, cette opposition avec l'aumônier. Et dans La Peste aussi, donc le père Panelou, première prêche, il dit voilà, la peste, c'est Dieu qui vous les envoie parce que vous avez fait quelque chose de mal. Et puis deuxième prêche, il y a un enfant qui meurt, un innocent. Donc est-ce que Dieu a voulu qu'un enfant meure? Et il revient sur sa prêche. Donc c'est le père Panelou qui succombe de la peste. Qui succombe lui-même de la peste. C'est quand même fort. Enfin, je veux dire, les liens qu'il fait sont quand même fous. Oui, parce que c'est tellement, c'est à la fois symbolique et réel. C'est-à-dire, est-ce que un enfant, qui est l'image de l'innocence même, mérite de mourir? Donc là, on revient aussi à l'absurde, etc. Pardon. Après, Dostoïevski dira, mais personne n'est innocent.
Même les enfants ne sont pas innocents. Oui, mais après, voilà, tout le monde peut s'opposer. Ah ça, évidemment. Ça me fait rebondir sur une phrase qui est une punchline de Camus, puisqu'on parle de la mort et de l'innocence. Cette fameuse phrase sur le suicide qui ouvre le mythe de Sisyphe, où Camus dit que finalement il y a un seul vrai problème philosophique. Il n'y a qu'un seul véritable problème philosophique. C'est le suicide. C'est le suicide. Ouais. Ben parce que pour lui, et ça illustre aussi son premier cycle, l'absurde, dans le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que il aimerait tellement comprendre qu'est-ce qui pousse un homme à vouloir s'effacer lui-même, c'est-à-dire ne pas vivre. Et c'est vrai que c'est extraordinairement puissant à penser, parce que l'absurde, c'est que on sait qu'on va mourir. Donc est-ce que ça vaut la peine de passer tout ce temps à vivre? Et c'est l'exaltation de ce moment, notamment à travers ces nouvelles, que Camus veut mettre en exergue, en fait. Et c'est vrai, par exemple, quand on cherche à comprendre un suicide, on ne le comprend jamais tout à fait. Et c'est lié à la question du bonheur, c'est-à-dire qu'on a beau être dans un monde absurde ou vivre l'absurde, le bonheur reste quand même possible. Il y a une très belle définition que tu rappelles du bonheur par Camus. Mais qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? Je trouve cette phrase absolument magnifique. Elle est magnifique aussi, ouais. C'est une pensée philosophique d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Je trouve ça très fort parce que, en fait, s'il y a un mot à retenir peut-être de l'œuvre de Camus et de la pensée de Camus, c'est le mot oui. C'est-à-dire que c'est oui à la vie, un consentement. La révolte, par exemple, il explique dans L'homme révolté, c'est un super dépassement de pensée parce que, évidemment, la révolte, c'est dire non. La résistance, c'est dire non, etc. Et lui, il dit que la révolte, c'est dire oui. C'est-à-dire dépasser ce non pour dire oui. Oui à la vie, oui à l'homme, oui au présent, oui à l'amour, etc. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que lui, en tant que philosophe et en tant qu'écrivain, donc il a pensé à trois cycles, l'absurde, la révolte, je peux le comprendre philosophiquement, l'amour, est-ce que c'est un concept philosophique? Oui, ça l'est. Ça l'est, mais pour moi, chez Camus, le cycle de l'amour, donc qui n'existe pas, il y a un autre terme chez Camus, je pense, c'est la liberté. Je pense à une lettre qu'il écrit à René Char, où il dit je ne pourrais m'entourer que de gens qui libèrent et qui sont des forces libératrices. Je paraphrase très mal, mais il y a une très c'est ce qu'il dit. Il dit aussi des femmes, d'ailleurs. Oui, il y a une très belle lettre sur ça que je trouve magnifique. Et pareil, intellectuellement très forte, et en même temps très émouvante. On est toujours sur ce plan-là. Et je crois que chez Camus, l'amour, cette acceptation de la vie, parce que l'amour, c'est aussi l'amour, c'est l'amour de la vie finalement, de la puissance d'exister, est lié avec la question de la liberté et du grand acquiescement à la vie. J'y crois beaucoup. Ouais. J'y crois beaucoup instinctivement. J'ai pas le bagage philosophique pour l'affirmer, mais instinctivement, je crois beaucoup à ça. C'est peut-être pour ça aussi que les mots de Camus me touchent, c'est que l'amour, c'est l'acceptation de la vie aussi, si absurde soit-elle. C'est l'exaltation aussi de l'amitié. Tu as parlé de sa correspondance avec René Char, mais avec Louis Guillou aussi. C'est deux correspondances qui sont publiées, qui sont vraiment l'ode à l'amitié. Avec Maria Casares, c'est l'ode à l'amour. Oui. C'est juste des textes extraordinaires. Hein. Et je trouve que Maria Casares, elle est un grand écrivain quand tu lis ses lettres. Quoi. En fait, ce qui est assez dingue avec Camus, c'est pour ça que moi, j'ai d'abord découvert Camus et plus tard, j'ai découvert Clément Rosset grâce notamment à Mathias. Il y a quelque chose de commun entre les deux. Et quand on parle d'amour, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que Camus dit clairement le monde est ce qu'il est. Il
ne sera pas autre chose que ce qu'il est. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas ce que je désire qu'il soit que je ne dois pas l'aimer pour autant. C'est pas parce qu'il n'est pas l'objet de mes désirs, mais qu'il est juste ce qu'il est, que je ne dois pas l'aimer pour autant. Et je trouve que c'est excessivement fort. C'est ce que Clément Rosset le dit philosophiquement parlant, Camus le dit littérairement parlant. Mais ce que tu dis, c'est illustré par ces nouvelles, encore une fois, que j'invite vraiment à lire, notamment les 2 premiers recueils qui étaient publiés avant l'étranger, chez un petit éditeur algérois, L'Envers et l'Endroit, c'est son premier recueil, puis après Noces et L'été. Camus était déjà ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est à la mode, un écrivain de la nature. Je veux dire, la première phrase de Noces où il parle que de Dieu habite dans au printemps, Tipaza est habité par les dieux et Dieu habite. Et il cite une série les fleurs, le parfum, etc. C'était déjà un nature writer. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un truc important, on en a parlé hier tous les deux. Tu m'as posé cette question-là, je la trouvais trop intéressante. J'appelle Mathias me dit, mais il y a un truc que je comprends pas chez Camus. Enfin, soit il est pessimiste, soit il est optimiste. Qu'est-ce qu'il est ? Alors, il dit, parce que j'ai retrouvé, je crois que c'est dans des carnets, il dit je suis pessimiste quant à la condition humaine ou à la nature humaine, je suis optimiste quant à l'homme. Et il y a cette espèce de dualité. Il y a la dernière phrase, ou une des dernières phrases de La Peste. Les fléaux m'ont appris qu'il y a plus de choses à admirer chez l'homme que de choses à mépriser. Et oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Ça, c'est... Elles sont toutes belles, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi ? On en fait un bouquet ? J'ai retrouvé la citation dont... Moi, cette citation me fracasse à chaque fois. Plus je vieillis et je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent, qui vous aiment d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver, la vie d'aujourd'hui est trop dure, trop amère, trop anémiante pour qu'on subisse encore de nouvelles servitudes venues de qui on aime. Il écrit ça à René Char en 1957. Donc il est déjà mûr, quoi. C'est 3 ans avant sa mort. Je trouve cette lettre magnifique, quoi. Pour continuer un petit peu, si demain il y a quelqu'un qui est complètement novice dans Camus et qui aimerait commencer Camus, qui aimerait découvrir la pensée de Camus et aussi l'œuvre de Camus, est-ce que tu pourrais me dire quels seraient peut-être les 3 livres et par où commencer pour entrer dans l'œuvre de Camus ? Ok. La question est plus difficile que tu n'imagines parce que Camus, c'est plusieurs styles. Je veux dire, il y a la sécheresse de l'étranger, il y a l'emphase des nouvelles, il y a la difficulté d'accès de certaines pensées dans ses essais. Je conseillerais l'étranger parce qu'il y a un côté hypnotique qui attire de toute façon, même si on ne comprend pas, même si le héros est un sale type, Meursault, qui est indifférent au monde, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre du génie à avoir écrit ça. Je veux dire, Malraux l'a dit dès qu'il a lu, sans connaître Camus, dès qu'il a vu le manuscrit, et ce sera un grand écrivain. Quand il a vu. J'ai envie aussi, on l'a pas mal cité, Noces, le recueil de nouvelles, parce que là, waouh, voilà. Et peut-être, tiens, il y a une pièce de théâtre qu'on n'a pas citée, que j'adore parce que c'est une tragédie, c'est Le Malentendu. C'est une tragédie extraordinaire, je veux dire, il y a 2 femmes, la mère et sa fille, d'âge mûr, qui tiennent un hôtel et qui tuent ceux qui viennent et qui sont seuls, comme ça, elles veulent se faire de l'argent pour avoir une maison au soleil, au bord de la mer, etc. Et puis arrive un homme qui montre qu'il est riche, un jeune homme. Je déflore un petit peu, mais c'est dès le début. Elle le tue. Sauf que cet homme, c'est le fils et le frère
qui était parti 20 ans avant pour faire fortune. Il est revenu, c'est le fils prodigue qui revient, et il est tué. C'est tiré d'un fait divers, et c'est une tragédie extraordinaire. D'ailleurs, c'est Maria Cazares qui jouait la fille. Et il y a tout. Il y a la misère, il y a le tragique, il y a aussi les échanges entre la mère et la fille, le fils prodigue et tout ça. C'est une pièce de théâtre qui est assez incroyable. Je trouve dommage qu'elle n'ait pas si joué que ça. Et puis il y a le grand texte de la culpabilité, c'est la chute. Merci. La chute. Moi, c'est mon livre préféré. Moi, c'est pareil. C'est mon préféré. On en a pas parlé ensemble. En fait, c'est fou parce que c'est incroyable. tous les potes que j'ai, On en a pas Ouais. parlé. genre, c'est quoi ton livre préféré de Camus? Ouais, C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine. Il me dit non mais c'est pas l'étranger, c'est incroyable, c'est pas ça. Non, c'est pas la peste, c'est incroyable, c'est pas ça. C'est la chute. Et tous. C'est le livre préféré de Catherine Camus. Hein. Ah ouais? Mais ça m'étonne pas, mais il est incroyable. ce On livre. n'en avait pas parlé. Ah. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais la chute, c'est inouï. En plus, il y a un dispositif narratif qui est génial. Ouais, c'est un ouais. one-man show. Ouais, c'est ça. Il est tout seul, il fait parler une deuxième personne. Dont on n'entend pas les réponses, en fait. On n'entend pas les réponses, et c'est un seul en scène, en fait. Ouais. Et c'est court, c'est vif, et puis quelle claque. Et c'est un peu inépuisable aussi, parce que moi, en tout cas, La Chute, je le relis régulièrement, parfois à 5 ans de différence. Et je ne suis pas sûr de comprendre à chaque fois, je ne suis même pas sûr de tout saisir. Mais on saisit la culpabilité. Ouais, c'est ça, oui. On saisit la culpabilité. Pour moi, c'est les cahiers du sous-sol de Camus. Ouais, un peu, ouais. Je trouve que c'est le personnage. Pas de Camus, Oui, mais je dis, c'est les cahiers du sous-sol de Dostoïevski, mais de Camus. Ouais. Je retrouve Il s'est beaucoup inspiré de Dostoïevski, fou. des plus grands aussi. Hein. Et tiens, à propos d'inspiration, quelque chose qui n'est pas su, l'étranger. Camus s'est inspiré d'un grand polar américain, Le facteur sonne toujours 2 fois. Ouais. Ah Et ouais, quand tu le lis, quand tu lis l'un à côté de l'autre, il y a des phrases qui peuvent aller loin. Parce qu'il y avait la sécheresse à la fois du ton, tu vois, c'est des phrases courtes, hein. C'est sujet, verbe, complément, passé, composé. Moi, je l'ai déjà, l'étranger, je l'ai déjà lu une fois, je me suis dit, je vais le lire que techniquement, c'est-à-dire je vais regarder quel temps il utilise, quelle est la longueur de la phrase, etc. C'est d'une sécheresse et d'une simplicité inouïe. Je veux dire, c'est aujourd'hui maman est morte, c'est quand même, il n'y a rien de Oui, plus mais les simple. plus belles phrases sont rarement les plus compliquées. Je sais pas, Proust, c'est tout le Oui, contraire. mais la première phrase de Proust qui est sublime, elle n'est pas compliquée. Longtemps, je me suis levé Non, mais de bonne heure. de toute façon, pardon, t'interromps. Je me suis couché. Je me suis couché de bonne heure. T'as vu, je suis un professionnel pour ça, c'est fou. La dernière fois, on fait une conférence ensemble, il dit... C'était quoi que j'avais dit? J'avais dit sur le poème de Victor Hugo, Demain de l'homme. Ah oui, ouais, je Dans ma lave, j'irai me réveiller, c'est ça? J'avais dit non, sur les montagnes ou je sais plus sur quoi. Oh là là, j'avais encore fait... C'est pas grave, c'est la poésie, ça. Je me suis couché. Bah moi, je me suis levé de bonne heure. Ça en dit plus long sur toi que ça. Exactement, une bonne mémoire. Non, mais ce sont quand même des textes qui... Tu as parlé de punchline, ça m'a fait rire tout à l'heure. Mais c'est quand même des mots qui sont... Ils sont forts. D'ailleurs, allez, pour terminer, je vais faire un petit jeu. On va faire un petit jeu. Ouais. Mathias, t'es inclus à l'intérieur aussi. Parce que t'es pas au courant de ce jeu, donc... Et non, je n'ai pas été mis au courant, j'ai pas révisé. Donc, je vais donner des citations. Ouais. Savoir si... Vrai ou faux, c'est ça? Exact. Est-ce que c'est une citation que Camus a dite? Ah, vas-y. Est-ce que c'est une citation qu'il n'a pas dit? Alors, il y a des trucs qui sont sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvés. Ouais. Je sais que c'est faux, et d'autres, c'est vrai. Est-ce que Camus a dit « Créer, c'est vivre 2 fois » Oui. Oui. je vais suivre. Non, là, je dis oui. Camus, il suit très bien. Je dis oui. Mathias. Est-ce que Camus... C'est vrai, oui, c'est ouais, dis-nous vrai, quand c'est même. vrai. On va faire le truc de l'absurde, je vais donner aucune... je vais rien dire des tout. Ce serait drôle. D'ailleurs, il a pu le dire. Ouais. Est-ce que Camus a dit « L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est » Je l'ai pas lu. Ouais, moi, je vois bien dire ça, ouais. Oui, dans le mythe de Sisyphe. Ah, exact, ouais. Bravo, tu vois, Ouais. même moi là. Est-ce que Camus a dit « Le monde ne vaut que par les rares instants où quelqu'un nous regarde comme si nous existions vraiment Wow. Moi, ça me dit rien encore, mais. Je pense En pas fait, il a tout dit, c'est ça? Non. Non, il a pas dit Ah, ça. quand Non, même, il a pas quand dit même. celle-là. Oh, c'est un truc que j'ai trouvé, c'est pas... Je sais pas qui c'est qui l'a dit. C'est sûrement quelqu'un qui avait envie de lui faire dire C'est ça. Chris qui l'a dit. Il est en train de lancer là. Il prend son livre et lit toutes ses phrases. Ça, c'est moi, c'est bien mieux. C'est bien mieux que Camus.
Alors, est-ce que Camus a dit « Je ne suis pas fait pour le bonheur, seulement pour sa poursuite » Oh purée. Ah, jolie formule. Ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien. Ça pourrait être dans le mythe de Sisyphe aussi, ça. Non, exact, c'est pas vrai. Il n'a jamais dit ça. Est-ce que Camus a dit « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur » Il l'a dit. Il l'a dit. Ouais, je pense aussi. Oui, t'as plutôt intérêt à l'écouter. Non, ça fait écho au thème de la honte, qui est un thème dont C'est on vrai, parle il l'a dit. peu Pas de souvent, honte mais... à être heureux, à se montrer heureux, je crois, un truc comme ça, d'ailleurs. Est-ce que Camus a dit « Dans les profondeurs de l'hiver, j'ai finalement appris qu'il y avait en moi un été invincible » Alors, c'est un invincible été. Un invincible été. Ouais. Bah, tu vois, c'est même mal écrit. Donc en fait, Donc il l'a vraiment dit. Il l'a dit, ouais. Il l'a vraiment dit. Et écrit, surtout. Et écrit, pardon. Est-ce que Camus a écrit « La tendresse est plus rebelle que la violence » Non. Moi, ça me dit rien. C'est pas mais... son vocabulaire. Ou alors, j'aimerais bien savoir où. Non, c'est faux, il a jamais dit. Ça, c'est Chris. Eh, vous êtes bons quand même, les gars, vous C'est êtes bons, Chris. hein, franchement. J'essaie de vous piéger, mais ça marche Après, on pas. devine les phrases de Chris. C'est pas un compliment. C'était pas un compliment. Alors, est-ce que Camus a dit « Ceux qui aiment vraiment finissent toujours par devenir étrangers à eux-mêmes » Oh, purée. Waouh. Je l'ai- Il a juste dit la première moitié de la phrase. Je t'avoue que ça pourrait, mais... Non, je vais dire non, allez, hop. Et je pense que c'est oui. Non, c'est faux, bien joué, bien joué. Quand même. Et une dernière. On ne pense que par image. Bah, je te l'ai dit. Je l'ai déjà dit. Ah ben non, il a déjà dit tout à l'heure. oui. Bon, mais voilà. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Voilà. Écrit, et ne faites pas comme Mathias, n'écrivez pas des essais, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas philosophe. Merci beaucoup. J'aimerais avoir le talent pour... Parce qu'il y a une question de talent, après, arriver à écrire... C'est pas le même exercice du tout. Oui, mais il faut avoir cette marge de manœuvre-là, d'une certaine façon. Quand tu vois... Moi j'ai découvert Camus par Noce, Oui. justement, et notamment Noce à Tipaza, au lycée, je devais être en seconde, et je me souviens encore du moment Tu te rends compte où j'ai lu ça, c'est-à-dire La claque. l'espèce de truc solaire comme ça, incroyable. C'est fou. Ouais. Camus, c'est vraiment dingue. C'est pour cela, les amis, que je vous remercie. Merci à tous les deux d'être Merci venus à pour toi. aujourd'hui. C'était vraiment Pour tes passé questions, un excellent moment. Hein. Première interview qu'on fait ensemble, papa. Ouais, première interview qu'on fait ensemble. Ça me fait plaisir. Tu m'as appelé papa. Ah, mais parce que c'est papa, c'est mon père spirituel. Je vous invite tous à vous procurer évidemment le dictionnaire amoureux de Camus aux éditions d'Albert Camus, éditions Plomb de Mohamed Asaoui. J'ai peur d'écorcher ton nom à C'est chaque très fois. bien comme Avec ça. la complicité de Catherine Camus, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Pourquoi pas peut-être faire une partie 2 plus tard. S'il y a des choses que vous voulez aborder, des choses que vous n'avez pas compris ou autre, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Si vous avez aimé, évidemment, procurez-vous ce livre. Aussi, intéressez-vous à la vie de Camus en vous procurant les ouvrages de Camus. Partagez cette vidéo un maximum. Et je crois qu'on a fait le tour de tout. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Dire Bon, un gros merci bravo, beaucoup. un gros Et un bravo. grand bravo. Merci Parce que encore. franchement, pour ce c'est moment. formidable. C'est un excellent livre. Bye bye. C'est gentil.